Partie 4. Le mariage, un engagement, une institution, des promesses au départ éternelles. Dès notre plus jeune âge, alors que les garçons jouent aux voitures, en attendant d'avoir celle de leurs rêves, aux gendarmes et aux voleurs ou aux pirates, car ils ne savent pas encore de quel côté ils vont aller, qu'ils jouent au foot, au rugby ou pratiquent les arts martiaux, nous les filles, nous préparons déjà sérieusement notre avenir. On nous lit Cendrillon, en nous vendant par avance le beau prince charmant, puis la Belle au bois dormant, afin de nous guider toujours vers un bon parti. Blanche-Neige, pour nous méfier de nos belles-mères qui ne lâchent pas leurs fils adorés aussi facilement que ça. On nous achète des poupées afin de nous préparer à notre futur rôle de mère, puis la Dinette, la marchande et la machine à coudre pour être de parfaites petites ménagères. Nous sommes donc conditionnés dès l'enfance, alors que les garçons passent leur temps à s'amuser et à se la couler douce. Nous attendons un homme aimant, attentionné, attentif à nos paroles, fidèle à toute épreuve, sincère et généreux. Et si son minois est agréable, on a le tiercé gagnant, mais surtout l'homme qui n'existe pas. Sommes-nous parfaites ? Non. Alors pourquoi demanderions-nous la perfection alors qu'elle n'est pas de ce monde ? Et très rapidement, en grandissant, nos exigences vont ailleurs, à la baisse, car dès la maternelle, on s'aperçoit que, effectivement, ils sont ce que l'eau et l'huile, soit notre contraire. Paraît-il que les contraires s'attirent, effectivement, puisque les hommes et les femmes sont en recherche perpétuelle d'un partenaire. Et même quand ils sont en couple, certains sont toujours inscrits sur des sites de rencontres. Là, il y a un blême. Mais rassurez-vous, ils sont inscrits sur les applis, utilisent et répondent aux prétendantes, mais non, ils ne s'en servent pas assurément. Croix de bois, croix de fer, et ils devraient aller directement en enfer. Et nous allons nous pencher justement sur quelques chiffres, études et sondages, histoire d'éclairer nos lanternes et de remuer le couteau dans la plaie sur ce que nous redoutions déjà. Alors que la grande majorité des femmes épousent un homme par amour, oui, car je mets de côté les jeunettes qui se marient pour le patrimoine de papy, les hommes, quant à eux, sont tout à fait prêts à mettre la bague au doigt à une femme qui leur apporte bien-être et confort, mais dont ils ne sont pas amoureux. Et ce coup-ci, ce n'est pas la faute à Rousseau, mais de la faute à Socrate, qui a dit, et surtout écrit, « Dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur une bonne épouse, vous serez heureux, et si vous tombez sur une mauvaise, vous deviendrez philosophe, ce qui est excellent pour l'homme. » Et vu que les paroles s'envolent mais que les écrits restent, eh bien il tente ces bougres. Bon, que dira ça ? Eh bien qu'il vaut mieux certainement ne pas dépenser des sommes folles dans un mariage et que vivre ensemble sans le contrat est sans doute tout aussi bien. Et d'ailleurs, chez les jeunes de 19 à 28 ans, il a été constaté récemment que 9% seulement se pacsent et 7% se marient. Le sacro-saint engagement semblant être en total recul. Je pense de plus, mais ces propos n'engagent que moi, qu'il y a un avantage à ne pas être marié. La séparation est si facile que finalement, l'un et l'autre sont beaucoup plus attentifs à entretenir la flamme. En effet, ces papiers signés engagent 2 personnes pour la vie, mais on peut s'apercevoir que rapidement après l'union, l'un et l'autre se laissent aller dans un confort pépère, jogging et charentaise, et le ventre et le poids qui vont avec. La plupart ne font plus d'efforts, prenant l'autre pour acquis. Et le jogging charentaise ou les chaussettes avec les sandales, il faut avouer que ce n'est pas sexy. Et il a été prouvé, juré, craché, que les hommes changent considérablement après le mariage. Et si aujourd'hui, de moins en moins d'hommes souhaitent se marier, une des raisons, c'est parce qu'ils souffrent de la diminution de leur rôle patriarcal, vu que la femme a poussé des coudes et qu'elle prend à présent une certaine place, qu'elle ne leur obéit plus comme un toutou, qu'elles ont leur indépendance financière et qu'elles sont de plus en plus libres. Et ça leur coupe. La chic, bien sûr. Et finalement, on peut constater que la tendance à se marier diminue selon l'INSEE, mais que les taxes augmentent, que 60% des enfants naissent hors mariage et que les gens vivent de plus en plus seuls.
Si en face on évalue le nombre de divorces, que l'on sait qu'en Île-de-France notamment un mariage sur 2 se dissout en moins de 5 ans, ça dissuade tout de suite. Tout ça pour ça. Et si le mariage a lieu, il est de plus en plus tardif, 38-40 ans, sans doute plus réfléchi, et surtout si la confiance est là. Le critère primordial pour un couple avec la fidélité. C'est pas gagné. Oui, les temps changent, et la femme autrefois plus ou moins soumise a pris du poil de la bête et ne se laisse plus faire. Les hommes sont perdus face à cet être livré sans mode d'emploi et qu'ils ont de plus en plus de mal à comprendre et à maîtriser. Au tapis, les gars, knock-out. Depuis le temps que vous tenez trop de place et que vous nous empêchez de tourner en rond, il fallait bien que ça arrive. Alors que la plupart des femmes rêvent de se marier, l'homme est quant à lui beaucoup plus réticent, car il a peur. Oui, il a été doté de coronesse pour montrer sa toute-puissance. Il gonfle les biceps, triceps et tout ce qu'il peut mettre en avant. Il revendique sa place de patriarche au sein de la famille, mais il a peur du mariage, de l'engagement, du pour la vie, pour le meilleur et pour le pire, de perdre sa liberté sacrée, de ne plus voir ses chers copains, une routine qui s'installe peu à peu, et la crainte de l'échec, du divorce. Et selon le schéma familial dans lequel il a grandi, cette trouille sera plus ou moins prononcée. Sans compter les échecs des unions précédentes, des loupés, les blessures, les déceptions. Vivre à deux, c'est compliqué. Et comme nous avons tous pu le constater, les hommes et les femmes sont si différents que les concessions, les efforts et les compromis, les malentendus vont s'ajouter sans faillir à la fête. Nous avons de surcroît les uns comme les autres des manies, des habitudes, des rituels qui peuvent irriter l'autre au plus haut point. Ce qui pouvait être source d'amusement au départ va rapidement tourner en situation irritable puis insupportable. Et vu que l'on a choisi dans un moment de folie collective de vivre sous le même toit, il va bien falloir faire des concessions, changer d'attitude ou que la personne nous prenne tel que l'on est. Par qui on commence ? Allez, charité bien ordonnée commence par soi-même, et la galanterie s'impose. Donc, quels sont les comportements des hommes qui exaspèrent les femmes ? Il semblerait que l'histoire se répète. Et comme je l'ai annoncé plus haut, une fois que l'homme a atteint son objectif, soit de nous pécho, comme disent nos jeunes, ils lâchent complètement prise et ne font que très peu d'efforts. Comme des gosses, ils se battent pour un jouet et l'abandonnent 10 minutes après, afin de s'adonner à d'autres challenges et à d'autres conquêtes. Et oui, c'est bien plus drôle et divertissant. Une autre chose qui dérange les femmes, leurs mensonges. Ou qu'ils se taisent, exaspérés par la moindre question. Mais nous, on veut toujours tout savoir. Votre désir également continuel de vouloir plaire aux femmes et de les regarder sans aucun scrupule, alors que nous sommes à côté de vous, et de le nier quand on vous en fait le reproche. On leur reproche aussi leur indifférence, le fait de faire partie des meubles, et cette attitude est inconcevable et blessante pour une femme qui donne sans compter et qui s'investit continuellement afin de rendre sa petite famille heureuse. Leur manque d'implication dans le foyer et pour l'éducation des enfants, car même si la jeunesse semble prendre de plus grandes initiatives quant au partage des tâches ménagères et des enfants, beaucoup sont encore à la traîne et continuent de ne rien assumer. Ils délèguent tout à leur épouse sans le moindre état d'âme. 26% des femmes souffrent d'ailleurs de dépression face à cette charge mentale et physique qui leur incombe et les dépasse. Un homme a du mal à décrocher de son travail, alors qu'il n'hésite pas à reprocher à son conjoint qu'elle travaille trop, et que ce sont d'autres personnes qui s'occupent de ses enfants. Et quand il dit « ses enfants », il désigne ceux de la femme. Il ne se sent pas concerné, alors qu'il devrait dire « nos enfants », dont il peut d'ailleurs s'occuper lui aussi, soit dit en passant. Une autre chose qui nous exaspère, leur lâcheté devant de multiples situations, que ce soit devant vos amis, votre famille, de ne pas assumer certaines choses et refuser la discussion. Et alors que vous jouez les machos et que vous aimez raconter vos exploits, vos bagarres ou altercations en tout genre, vous êtes d'une lâcheté qui nous déconcerte et que nous ne supportons pas,
car finalement, c'est bien le sexe dit faible qui a le plus de courage. Votre égoïsme inné, ancré et indécrottable. J'ai toujours entendu dire, et ceci émanant de nos ascendants, que même le meilleur des hommes était égoïste. Sans doute un des défauts de fabrication venant de là-haut. Mais bon, sûrement que ça se soigne. La vantardise n'est-elle pas un des 7 péchés capitaux? Et pourtant, Dieu sait si vous en usez, vous en abusez. Vous avez fait ci, vous avez fait ça, et vous gagnez tant, et votre voiture. Un combat, des comparaisons que vous menez avec des gens aussi ridicules que votre comportement. Votre violence verbale ou physique, vos colères injustifiées, et le fait que vous profitiez de notre capacité inférieure à vous pour nous en mettre plein la gueule. Et ça aussi, c'est de la lâcheté. En 11, votre mauvaise foi. Mais sur ce point, nous ne sommes pas mal non plus. Il est clair que nous défendons chacun nos beefsteaks avec les moyens du bord. Cette liste n'étant pas exhaustive. François de La Rochefoucauld a dit « Les reproches se sont faits à ceux que l'on estime. Les reproches ne sont faits qu'à ceux que l'on estime. » Et les comportements des femmes qui irritent les hommes. Déjà, ils n'aiment pas à avoir deviné ce que l'on souhaite. Les hiéroglyphes, Champollion et les rois de l'énigme, ce n'est pas leur truc. Il faut leur dire, leur expliquer de façon concise et simple. En 2, oui, de façon rapide, car ils n'aiment pas que l'on parle trop. Ça les saoule, ces pauvres biquets. En 3, ils n'aiment pas non plus choisir pour nous. Système D, où ils vont hocher la tête sans même avoir daigné regarder ou écouter. En 4, ils détestent que nous passions du temps à nous préparer. Eux se préparent en 5 minutes. On n'a qu'à faire pareil. Ne sont-ils pas the example à suivre? En 5, ils n'aiment pas devoir se justifier, et pour cause. Rappelez-vous qu'ils mentent 6 fois par jour. Donc moins il y a d'explications, plus ils ont des chances de s'en sortir. En 6, ils ne supportent pas que nous leur donnions des conseils. C'est comme si nous leur disions qu'ils sont incapables de faire telle ou telle chose. Ce sont les meilleurs, c'est bien connu. En 7, « Je te l'avais dit » sont une des phrases qui les exècrent, vu qu'ils pensent ne jamais avoir tort. En 8, les hommes n'aiment pas apprendre un repas léger. Ils ont une barrique à la place du ventre, mais peu importe. La salade, c'est pour les lapins et les pâtes seront parfaites pour ce qu'ils ont. En 9, ils n'apprécient pas que l'on puisse critiquer leurs amis ou que l'on puisse critiquer quiconque d'ailleurs, mais encore moins leurs amis. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et en 10, ils ne comprennent pas notre jalousie, même si elle est justifiée. Et une chose qu'ils détestent par-dessus tout, c'est que nous ne respections pas leur espace, leur silence, leur jardin secret, leur hibernation, dans leur cabane de prédilection. Mais, Madame de Sivigny a dit, une femme qui ne vous fait plus de reproches est une femme qui ne vous aime plus. Donc, avec tous ces reproches, des uns envers les autres, pour accorder son diapason, il faut être un sacré chef d'orchestre ou de sacrés musiciens, sachant jouer des notes de musique avec autant d'habileté et de clairvoyance qu'un funambule sur un fil, conscient de tous les dangers. Et pourtant, nous continuons, malgré tout, à tenter le diable, à chercher l'âme sœur, à espérer le grand amour avec un grand A. Car c'est bien ce que nous espérons tous dans le monde de bisounours. Eh bien oui, réveillez-vous, chers compatriotes. Dans votre entourage, vous en connaissez beaucoup des gens qui ont nagé dans le bonheur durant toute leur vie. Interrogez-les vraiment, et vous vous apercevrez que cet amour au contour apparemment sans ombrage révèle de nombreuses concessions, de nombreux pardons, des douleurs enfouies, des peines, des vexations, des tromperies, mais qu'ils ont su passer au-dessus de tout ça et qu'ils ont choisi de poursuivre leur route ensemble malgré les travers et les tempêtes. Certains sont tellement en quête d'amour, de vie à deux, remplis d'espoir et de rêves, qu'ils font le saut de l'ange, et sans parachute s'il vous plaît. C'est plus fun et tellement excitant.
car si bon nombre d'hommes et de femmes ont peur de s'engager de nouveau, après de multiples défaites, ce sont les mêmes qui se jettent dans la gueule du loup et se marient sans même connaître la personne ni d'Ève ni d'Adam. Waouh! Chapeau bas! Il en faut du courage ou de la folie pour faire ce genre de choses. Mais ce sont là les surprises de la vie. Pour une petite poignée d'entre eux, ça fonctionne. C'est la chance, le hasard du destin, mais surtout la science, ou le tutti-frutti de tout ça. Et quand le miracle opère, il faut dire que c'est magique. Je peux vous dire que même si je déteste toutes ces émissions de télé-réalité où les gens déballent leur vie, j'en ai regardé quelques-unes pour mieux analyser le comportement des humains face à la recherche de l'amour, toujours avec un grand A, afin de mieux argumenter mes écrits. Il y a même une jeune fille qui, entourée de prétendants, plus ou moins sincères, va vivre durant plusieurs semaines au milieu de 14 jeunes coqs qui vont lui raconter monts et merveilles et lui promettre la lune. Mais elle finit par apprendre, alors que petit à petit elle élimine ceux qui ne lui plaisent pas, que parmi ce beau monde, il y a des princes charmants, sincères dans leur démarche, et à contrario, des arnaqueurs qui affabulent et lui content fleurettes. Le petit chaperon rouge des temps modernes entouré de loups affamés et malicieux. Et le bilan de tout ce montage, c'est qu'elle a tendance à choisir les mauvaises personnes qui se donnent un mal fou pour la séduire et la convaincre, et qui savent mentir aussi bien, sinon mieux, qu'un arracheur de dents. Cela dit, ça s'explique, puisqu'ils sont tous de la jante masculine, et qu'ils mentent avec aplomb, les yeux dans les yeux. Je ne connais pas encore le verdict, la suite donc au prochain numéro. Et je ne parle même pas de ceux qui se rencontrent virtuellement jusqu'au jour où ils décident enfin de se rencontrer. Alors là, nous avons affaire à une satire de l'amour, à du grand n'importe quoi. Car entre le virtuel et la réalité, le gouffre est large et il y a peu d'élus. Je dirais que rien ne vaut la rencontre inattendue, le destin, la magie de deux êtres qui se croisent et qui souhaitent se revoir et poursuivre leur chemin ensemble, où tout espoir est permis. Deux citations incontournables sur cette union formelle qu'est le mariage. Pour ceux et celles qui y croient, la différence entre un mariage ordinaire et un mariage extraordinaire réside dans le fait de donner un petit plus chaque jour, aussi souvent que possible, aussi longtemps que nous vivrons tous les deux. C'est Phaon Tisserand qui l'a dit. Quant aux plus sceptiques et aux plus échaudés, aux chats échaudés, une autre phrase de Sacha Guitry, le mariage, c'est résoudre à deux les problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Et selon Georges Christoph Lichtenberg, l'amour est aveugle, le mariage rend la vue. Et la tendresse dans tout ça, un ingrédient essentiel à la réussite d'une union. Comme nous l'avions vu dès le début du livre, Tarzan va à l'essentiel. On emprunta la voie la plus directe. Puisque tous les chemins mènent à Rome et que Tarzan et les Salamalek, les rondes jambes, les règles de bienséance, oui, bof, c'est pas essentiel à ses yeux. Alors que Jeanne ne rêve que d'attention, de délicatesse, de savoir-vivre, de douceur. Ce n'est pas parce que l'on vit dans la jungle que quelques règles ne peuvent s'imposer. Et la tendresse, bordel. Elle y est attachée à tous ces principes, mais Tarzan n'en a que faire, comme de son premier pagne en peau de serpent. Et vouloir changer un homme n'est pas une mince affaire. Et pourquoi vouloir le changer alors qu'il nous plaisait tel que, et ce, dès notre première rencontre? Et surtout, on n'a pas le choix. Bien que maintenant, Tarzan a recoulé avec les deux Naïdes, elle pourrait aussi s'aventurer au-delà de leur zone de confort, histoire de. La vengeance est un plat qui se mange froid. Il est pourtant reconnu que la tendresse a un rôle primordial dans la durée d'un couple. Quoi de plus beau que deux mains qui se frôlent, qui se croisent, un bisou volé dans le cou de sa compagne, sans raison, sans arrière-pensée, juste pour lui dire en filigrane « je t'aime », sans même le prononcer. Les gestes parlent d'eux-mêmes, et les silences sont parfois de puissants révélateurs pour ceux qui sont en symbiose, en harmonie. Un gilet glissé sur ses épaules,
avant qu'il ou qu'elle dise qu'elle a froid. Les gestes tendres, sans équivoque, naturels et spontanés, ne sont-ils pas la plus belle preuve d'amour, de respect, de douceur, et surtout une belle façon d'exprimer ses véritables sentiments? Selon Marie Laforêt, sans la tendresse, l'amour n'est rien. Et j'approuve cette évidence, et les femmes qui parcourent ces lignes seront, je pense, du même avis. Henri Conscience a dit « Amour, tendresse, douceur, tels sont les éléments principaux dont Dieu a formé l'âme de la femme. Aimer, guérir, consoler, telle est sa destination sur terre. » Et si de prime abord, il semble que les femmes en soient dotées naturellement et que les hommes apprécient particulièrement ces gestes tendres, ils ne semblent pas les plus enclins à en donner, sauf cas particulier, et qu'ils nous en donnent momentanément afin d'assouvir leurs bas instincts. Mince alors, encore une erreur de fabrication, et pas des moindres, car la femme a besoin d'affection, de tendresse et de douceur, comme les abeilles ont besoin de miel. Mais aussi parce qu'elles savent, tout au fond d'elles, puisqu'elles connaissent particulièrement ce geste au quotidien, que la tendresse ne se donne uniquement qu'à ceux que l'on aime. Les femmes sont plus émotives, plus sensibles, plus empathiques, plus douces, plus tendres que les hommes, et ces différentes émotions, elles les expriment sans retenue. À son inverse, les hommes contrôlent leurs émotions. Ils ne montrent pas leur peine, pleurent rarement, n'expriment que trop peu ce qu'ils ressentent, se confient peu également. Pour eux, la gente féminine est hystérique, et ce sont des pleurnicheuses, et elles sont bien trop sensibles. Pourtant, ils sont souvent attendris par les exploits de leur progéniture. Ils peuvent s'apitoyer devant un animal, hurler devant un match de foot, répondre violemment en voiture. Bref, ils peuvent également dévoiler leur côté tendre ou leur côté coléreux, donc exprimer leurs émois. Mais plus rarement, si l'on en croit leurs réactions quotidiennes, surtout au niveau de la tendresse. Des études scientifiques ont permis de mieux connaître le pourquoi de cette différence. Car si l'homme et la femme ont des hormones communes permettant d'agir également, ils en ont qui diffèrent ou qui ne fonctionnent pas de concert, d'où un décalage de comportement. Le désir et l'amour sont sous le contrôle de 3 hormones majeures que l'on connaît tous. La dopamine, cette hormone messagère dite du plaisir, va jouer un rôle primordial au niveau du besoin, d'un moment agréable et de cette fameuse récompense ou gratification. C'est l'hormone de la survie, par la motivation qu'elle nous donne à accomplir de nombreux gestes du quotidien qui nous apportent du plaisir et qui nous conduit à renouveler ce comportement. Car c'est elle également qui va mener habilement certains vers l'addiction. La seconde est l'ocytocine, l'hormone du lien invisible entre la maman et l'enfant, cette hormone de douceur, de bien-être, d'attachement, du relâchement de l'esprit, de la relaxation du lien conjugal. Elle se déclenche lors de caresses, d'étreintes. Produite par l'hypothalamus, elle va ensuite se propager dans notre système sanguin afin d'irriguer chaque partie de notre corps. C'est également par sa présence que se déclenche l'émission de lait et les contractions utérines. La dernière étant un peu moins connue, la vasopressine, mais qui, conjuguée à l'ocytocine, forme un véritable élixir d'amour, du sentiment de plaisir et surtout de l'attachement et de la fidélité. Dès notre enfance, elles sont particulièrement sécrétées en plus grande quantité chez les enfants qui sont particulièrement choyés. Par contre, la différence notable concerne la testostérone, une hormone que les femmes ont en quantité infime, mais dont l'homme en est chargé. C'est le moteur, la courroie d'entraînement de sa libido. Et les scientifiques ont pu remarquer que les femmes, dès la rencontre, en étaient davantage pourvues, et que les hommes, jusqu'à une stabilisation puis un inversement normal, mais qui abaisse le désir chez la femme, alors que l'homme en sécrète toujours autant. La testostérone est pour les hommes ce que la progestérone et l'oestrogène sont à la femme, enfin grosso modo. Sauf que nous, nos hormones jouent au yo-yo constamment, provoquant des sautes d'humeur, des changements de comportement, une sensibilité parfois accrue, des réactions plus ou moins diverses et variées.
Vous connaissez tous la chanson. Et si vous n'en connaissez pas tout à fait les paroles, vous en connaissez l'air. Il semblerait donc que la différence de tendresse est surtout d'ordre social, d'éducation, ou qu'elle est en fait propre à chacun d'entre nous. En effet, on peut entendre des hommes se plaindre du manque d'affection ou de tendresse de leur épouse à leur égard. Et certains hommes sont davantage enclins que d'autres à en apporter. Différentes études ont prouvé que le poids social, la pression subie par l'homme en tant que tel, lui donne un comportement parfois différent de ce qu'il voudrait être. En même temps, quand ils sont à la maison, entre quatre murs et en famille, quelle pression sociale les oblige à se comporter comme des goujats ou à être aussi indifférents. Nombreuses sont celles qui se plaignent face à cette indifférence, à ce manque affectif, face à l'absence de petits mots gentils, de compliments. Mais comme je l'ai dit plus haut, les hommes sont directs, ils vont à l'essentiel. Et faire l'amour avec vous est leur preuve d'amour, même si l'on sait parfaitement, c'est également et prioritairement pour assouvir leurs besoins sexuels. Le risque qu'ils prennent, en agissant ainsi, c'est que la femme s'éloigne à son tour, et qu'elle soit de moins en moins tendre et attentive. Hélas, souvent, quand l'homme s'en aperçoit, il est souvent trop tard. Et une femme perdue, c'est une femme perdue. Difficile de la reconquérir. Par contre, une femme qui ne donne pas d'affection, de tendresse, est souvent une femme qui n'en a pas eu, qui a subi des attouchements ou violences sexuelles, ou plus rare, qu'elle a un cœur aussi froid que la calotte glaciaire de l'Antarctique. Tout s'apprend et tout s'apprivoise, mais je pense qu'une personne qui n'a aucune affection, attention, douceur et tendresse envers sa ou son conjoint, ne ressent pas suffisamment d'amour pour elle ou lui. Affaire donc à suivre sérieusement. Jacques Salomé a dit « La tendresse n'est pas un sentiment, c'est une qualité de regard, une qualité d'écoute, de contact, de sourire. » Parlons maintenant de la violence, des violences, physiques ou verbales. Si le fait de ne pas donner de tendresse révélerait une insuffisance de sentiments, qu'en est-il face à la violence, à sa croissance, à sa propagation, et le fait que de plus en plus de jeunes filles l'utilisent autant verbalement que physiquement? La violence émane de problèmes sociologiques, économiques, génétiques et biologiques, psychologiques mais aussi moraux. Face à une incompréhension, à une colère, à la peur, à une situation que la personne ne sait pas ou ne veut pas contrôler, par jalousie, soif de pouvoir, ou face au désarroi, au désir de vengeance, de douleur, de frustration, ou encore par la prise de médicaments, d'alcool ou de drogue. Si la raison diffère, le résultat est le même, un constat dramatique laissant la victime dans un état de grande détresse, blessée, frustrée, impuissante, et dans une incompréhension totale. Et quand les coups s'ajoutent aux mots, il n'y a pas d'adjectif suffisamment fort pour nommer cet acte cruel que seul l'humain est capable d'exercer sur autrui, allant jusqu'à une violence extrême et laissant la victime pour morte. Que penser lorsqu'on trouve le corps d'une femme bardé de 17 coups de couteau, que l'on finit par en découvrir l'auteur, et que c'est son ami d'enfance, bien sous tout rapport et aimé de tous, ou son mari ou un proche qui était capable d'une telle cruauté, et ceci sans raison valable, souvent par jalousie ou par vexation, car la victime ne cédait pas à leurs avances. Ou cette jeune fille de 18 ans, brûlée vive à minuit alors qu'elle quittait la maison de sa meilleure amie. Une soirée entre amis sans problème, et alors qu'elle regagnait le domicile de ses parents, à 500 mètres de là, sa vie a basculé, et elle n'a même pas eu le temps d'en profiter. Elle qui était si joyeuse, adorable, empathique. Les voisins diront plus tard qu'ils ont vu rôder un jeune homme durant plusieurs heures, qui faisait les 100 pas dans le quartier résidentiel. Et nous pourrions en citer des exemples, tous aussi abominables les uns que les autres, dans les collèges, les lycées, dans les lieux publics. Ce qui est grave dans la violence, c'est qu'elle est rarement isolée et qu'elle se répète. Pourtant, le violent se repentit, la victime lui pardonne et les faits se reproduisent, encore et encore. Certaines femmes subissent ces actes de sauvagerie durant des années, et si certaines accumulent les preuves
Afin de monter un dossier solide et cohérent, d'autres s'isolent et mentent à leurs entourages, taisant les brutalités subies. Les recherches et constatations par ce sujet révèlent qu'il faut en moyenne 35 actes de violence avant qu'une femme signale son partenaire à la police. Sachez qu'une fois suffit, et que si vous subissez la moindre violence, allez chez le médecin afin de faire constater les coups et blessures, et dans la foulée, n'hésitez pas à porter plainte. Ou allez directement au poste de police. Même s'il semble que vous trahissez celui que vous aimez, dites-vous que vous lui rendez aussi service. Une personne violente, généralement, va regretter ses faits et gestes, mais si son impulsivité et sa colère ont pris le dessus, il recommencera. Une bonne leçon lui permettra de remettre ses idées en place et l'aidera à ne pas renouveler ses actes. Et vous-même, pourquoi continuer à vous mettre en danger? Une personne qui vous aime doit vous protéger et doit vous respecter. On ne peut pas dire à sa femme qu'on l'aime et la traiter de tous les noms, la rabaisser ou la rouler de coups, c'est incompatible. Si de plus vous avez des enfants, ils vous remercieront plus tard de les avoir épargnés de tant de cruauté et de violence. Les biens se vendent, se partagent, mais la vie ne s'achète pas. De plus, il est prouvé que les actes vont souvent crescendo. Votre vie est précieuse, vos enfants ou votre famille vous aiment, et il y aura toujours quelqu'un pour vous accueillir ou vous aider. De nombreuses associations, foyers se battent continuellement pour venir en aide à des victimes de plus en plus nombreuses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. J'en parle en toute connaissance de cause, et je le dis haut et fort, et je le répète, fuyez, quittez cet individu, il ne vous mérite pas. Judith Lewis Herman a dit « La garantie de sécurité dans une relation violente ne peut jamais être basée sur une promesse de l'auteur de la violence, même si elle est sincère. Elle doit plutôt être basée sur la capacité d'autoprotection de la victime. » Quant à la violence verbale, si certains la minimisent, ce ne sont que des mots. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Le problème, c'est qu'un mot prononcé est dit, lâché, craché et violemment reçu. Que les mots blessent, tout autant que les coups. Que la violence des mots est presque aussi forte que celle des coups. Et que les mots, MAUX, bien que différents, blessent, choquent, attristent, dénigrent. La personne visée perd alors confiance en elle et en l'autre, se replie, et quand le cœur est blessé, fissuré, il ne peut être colmaté. Ces paroles restent en nous, fossilisées, et refont surface de temps à autre, comme pour vous rappeler qu'on ne peut pas dire tout haut et n'importe quoi, et que certains mots sont aussi acérés qu'un tranchant de glaive. Simon Lafage a dit « Si tes mots ne sont pas plus beaux que le silence, alors ne les prononce pas. » J.N. Bokolo a dit « Le silence est plus efficace que 1000 mots pour amener quelqu'un à la réflexion. » Et qu'en est-il de la violence des femmes? Le sujet est beaucoup moins développé, et pour cause, 82% des personnes retrouvées mortes suite à des violences sont des femmes, dont plus d'un tiers qui subissaient déjà des violences physiques régulières. En 2022, la MIPROF, Mission interministérielle pour la protection des femmes contre la violence et la traite des êtres humains, a pu constater que sur 23 partenaires hommes assassinés, 9 battaient leurs femmes, donc pratiquement une femme sur deux qui a agi en légitime défense afin de sauver sa peau et la vie de ses enfants. Car cette année-là, ce sont 321 000 femmes connues qui ont été victimes de violences de la part de leur conjoint ou de l'ex-petite amie ou actuelle. Ce sont 7 femmes sur 10 qui ont subi des faits à répétition. Et hélas, seulement 15% ont déposé une plainte en gendarmerie ou police municipale. Et j'ajouterais que, hélas, les plaintes, malgré qu'il fallait les faire, elles n'ont pas souvent des suites. Donc insistez et surtout ne vous laissez pas faire. Toujours cette même année, on estime en chiffres connus 217 000 agressions sexuelles sur des femmes de 18 ans à 14 ans. Et fait troublant, 49% de ces viols émanent de personnes proches.
et seuls 6% de ces personnes ont porté plainte. Toute cette violence est un véritable fléau, et devant autant d'indifférence ou du peu de moyens face à ces cruautés, la femme devient à son tour de plus en plus féroce. C'est ce que l'on pourrait penser de prime abord, mais nous pourrons constater que depuis la nuit des temps, certaines femmes ont été très cruelles. La comtesse hongroise Elisabeth Batáriki fut considérée comme la plus grande tueuse de l'histoire, avec à son actif pas moins de 650 femmes mutilées et assassinées entre 1585 à 1610. Pourtant, cette dernière n'a jamais été punie de ses crimes, protégée par l'influence de sa noblesse et de sa puissante famille. Marie I d'Angleterre, dont le sobriquet était Bloody Mary, qui fut à l'origine de l'assassinat de plus de 300 protestants qu'elle accusa atteints d'hérésie. Elle ne fut pas non plus poursuivie pour ses crimes sauvages. Amelia Dyer, une baby farm anglaise qui était payée par des mères célibataires pour garder leurs bébés. Mais au lieu de s'en occuper, elle les tuait et les jetait dans la Tamise. Elle a ainsi tué plus de 400 bébés en 20 ans. Bien qu'elle n'ait été jugée que pour un seul meurtre, elle a été condamnée à mort. Myra Hindley, une Britannique qui, avec son conjoint, a kidnappé, torturé, violé et assassiné 5 enfants et adolescents dans les années 60. Emprisonnée, elle clamera durant 20 ans son innocence. Elle est décédée en 2002 en prison après avoir enfin avoué ses crimes. Helen Wuornos, prostituée américaine qui a assassiné et dépouillé 7 hommes. Comme légitime défense, elle avança que 6 d'entre eux l'avaient agressée. Mais la légitime défense ne fut pas reconnue et elle fut placée dans le couloir de la mort, puis elle fut exécutée par injection mortelle. Messaline, impératrice romaine, elle était assoiffée par le pouvoir, le sexe et l'argent. Elle a orchestré de nombreux faits cruels. Sa méchanceté n'avait aucune limite, du moment qu'elle arrivait à ses fins. Isabelle de France, duchesse consort d'Aquitaine, puis reine consort d'Angleterre, qui, pour le parvenir au trône, a su employer tous ses charmes et surtout toute sa perfidie. Catherine de Médicis, qui épousera en 1503 le duc d'Orléans, duchesse consort de Bretagne, reine de France, puis régente, cette femme au visage ingrat semble l'être l'une des reines les plus diaboliques que le monde ait portées. Complots, crimes qu'elle ordonna durant de nombreuses années. Jeanne II, reine de France, qui passa le plus clair de son temps à éliminer les importuns qui se mettaient sur sa route. Karla Homolka, canadienne, qui avec son mari a perpétué plusieurs crimes sur des femmes, dont sa propre sœur cadette. Afin d'alléger sa peine, elle décria son innocence et la violence et les menaces de son époux. Suite à ses aveux, la peine d'emprisonnement tomba à 12 ans et elle signa un accord avec les procureurs quant à ses dénonciations. Mais beaucoup plus tard, des vidéos ont fait surface et prouvé son implication directe et complète dans ces crimes. Mais nul ne put la condamner davantage, car le pacte du diable avait été signé. Rosemary West, anglaise, a été condamnée à la réclusion à perpétuité pour de nombreux crimes sur des jeunes femmes, dont sa fille Heather. 10 jeunes femmes ont été donc agressées, violées, démembrées, assassinées et enterrées dans leur cave. Elle a agi avec son mari Fred et elle a clamé son innocence, mais le jury n'en a pas tenu compte et la réclusion a été donnée sans libération conditionnelle. Et nous pourrions citer également Catherine II, impératrice de Russie, Viu Zetian, impératrice de Chine, les 2 sœurs égyptiennes Rajia et Sakina, Irma Grise, surnommée la hyène d'Auschwitz, et Herta Oberhauser. Mais nous pourrons constater que toutes ces femmes citées, comme étant les plus cruelles que le monde ait portées, sont toutes des femmes de pouvoir. L'argent, le pouvoir seraient donc de puissants conducteurs à la violence concernant les femmes.
Les femmes auraient-elles donc la même propension à être cruelles que les hommes? Il s'avère qu'elles sont potentiellement aussi violentes que les hommes si le besoin, la nécessité sont présentes. Dans les camps de concentration, elles ont choqué par leur violence accrue envers les détenus, même à l'égard des enfants. Elles ont dû, pour avoir le poste et un salaire, se confronter aux nécessités du métier. Mais leur cruauté a davantage choqué la communauté qui avait placé la femme comme étant maternelle, douce et aimante. Mais elles avaient des ordres, un emploi, et leur violence n'engendre-t-elle pas la violence? Parmi ces exemples cités plus haut, on peut constater avec effroi que des femmes sont au sein de violences sexuelles ou sous d'autres formes, de meurtres, et même sur les enfants. Il y aurait donc les mêmes origines que pour les hommes concernant cette violence déplacée, des faits sociaux, culturels, génétiques, psychologiques, hormonaux, une répétition de leur vécu. Mais quelle qu'en soit la raison, le résultat est davantage éprouvant et terrible. Ce que l'on peut concevoir en légitime défense devient alors inacceptable dans les autres cas. Pourtant, cette violence s'accroît, et il n'est pas rare de constater que lors de conflits scolaires, des filles sont dans ces groupes et sont aussi violentes que les garçons. Le monde dans lequel nous vivons est bien incertain, et les réseaux ne sont que nos mauvais maîtres. Tout ce que nous entendons chaque jour est de plus en plus négatif. Dans l'expectative, dans le doute, dans la précarité, les gens perdent pied, la peur s'installe et change les mentalités. Nous sommes au sein d'une immense jungle où chacun doit prendre sa place, car il ne semble pas y en avoir pour tout le monde. On joue des coudes afin d'arriver en tête du classement, afin d'être le premier à avoir ce job, l'unique pour l'appartement tant convoité, le nominé pour cette personne qui nous plaît tant et qui se détache du lot. Et au sein d'une meute de lions, il en ressort peu d'élus. Nous croyons à tort ou à raison que l'agressivité, la violence, le pouvoir vont nous permettre de gagner sur nos adversaires. Il n'en est rien. Les combats peuvent être loyaux et pacifiques quand ils sont menés intelligemment, brillamment, par notre savoir-faire, par nos compétences, par notre ténacité, par notre esprit, par notre cœur. Le combat de David et Goliath, où l'intelligence et la malice ont fait fi de la force. Le choix du roi Salomon face aux deux femmes qui réclamaient leurs droits plus ou moins justifiés sur leur enfant, puisque seule l'une d'elles en était la mère. La trêve de Noël en 1914 dans la Somme, où Français et Allemands ont décidé de s'unir fraternalement pour quelques heures, cessant ainsi les combats. Le bon sens, l'intelligence ont transformé ces rapports de force en une fin juste et heureuse. C'est ce que nous pouvons tous faire, malgré que ce soit plus facile à dire qu'à faire. Et pourtant la méchanceté, pourquoi la violence également prennent le dessus? À part les différentes raisons citées un peu plus haut, il y a des cas où nous partons en live, alors que nous détestons être blessants, cassants, et que nous le regrettons peu après. Il existe l'effet miroir, soit si une personne est antipathique, qu'elle a un ton dédaigneux, condescendant, agressif, et notre première réaction sera à l'identique. Et très rapidement, la discussion va prendre une tournure négative, empreinte de colère et d'obscénité sans retenue. Il y a des personnes qui ont l'art de nous exaspérer, de faire ressortir le côté le plus sombre que nous avons en nous. Alors que tout se passait bien, on croise cet être qui, sans effort, en moins de 3 minutes, a su nous faire sortir de nos gonds. En psychologie, ce comportement miroir est directement lié à nos propres défauts. Soit ce qui nous énerve chez les autres serait en fait nos propres faiblesses. Nous pourrions donc changer, s'améliorer et grandir grâce à cette analyse, si nous nous servions de ce que renvoient les autres pour nous guérir. Alors que si nous agissions plus intelligemment, le fait de parler calmement à la personne qui nous agresse, le fait d'être poli, va la calmer, la faire culpabiliser, et elle en viendra même généralement à s'excuser. Essayez, ça fonctionne. Et de plus, on s'évite la tachycardie, la mauvaise humeur qui suit, une dispute, les remords qui s'en mêlent ensuite.
Afin de devenir meilleur, il n'est pas nécessaire de changer, mais d'accepter ce que nous sommes, d'accepter nos faiblesses, nos peurs, nos angoisses, et que nous essayons fouiller notre déni. La prochaine fois que vous vous retrouvez dans cette situation, face à une personne qui vous énerve, qui vous irrite au plus haut point, demandez-vous ce qui se cache derrière ce malaise. Alors que nous pensons connaître parfaitement certains membres de notre famille ou amis, alors que nous projetons sur elles notre propre réalité. Voilà qu'un beau jour, on se réveille de notre torpeur en reprochant à la dite personne d'avoir changé, alors qu'en fait, c'est nous qui la voyons enfin telle qu'elle est. Lors d'un stage de gestion de patrimoine, nous avions appris à bien nous comporter face à une personne agressive ou qui nous exaspère. Chez toute personne, même la plus mauvaise, il y a forcément quelque chose de positif. Remarquez une chose qui vous plaît en elle, la couleur de ses yeux, sa coupe de cheveux ou sa tenue vestimentaire, peu importe. Focalisez-vous sur ce qui vous plaît et non sur ce qui vous incommode. Votre vision va donc être plus positive et vous pourrez alors avoir un dialogue plus serein et être moins exaspéré. Et ça fonctionne. Les miroirs sont comme la conscience. On y voit comme on est et comme on n'est pas. De Miguel Ángel Asturias. Mais comment être la meilleure version de soi-même? Quand dès le départ, dès son origine, une personne est positive, altruiste, empathique, joviale, confiante dans sa vie quotidienne et en l'avenir, il y a de fortes chances pour qu'elle attire plus facilement l'amitié, les confidences et le bonheur. Une bonne personne va semer la joie autour d'elle et aura tendance à rendre les autres meilleurs. La bonne humeur est contagieuse, la bonté aussi. Et surtout, pas d'amalgame. Non, les personnes gentilles ne sont pas idiotes. Trop souvent, on a tendance à associer gentillesse et bêtise, et ceci bien à tort. D'avoir la capacité de donner du temps aux autres, de s'en occuper, d'être bienveillant, d'être charitable n'est pas sot, mais au contraire intelligent, car c'est bien là l'unique façon de vivre en harmonie. On donne et l'on reçoit au centuple. Peu à peu, les graines que nous semons germent et se multiplient, lentement mais sûrement. En donnant le meilleur de soi, comme par magie, on fait ressortir le meilleur des autres. On révèle leur côté positif, leur patience, leur empathie, leur flexibilité. On donne de l'amitié, de l'amour et on en reçoit généralement en retour, ce qui crée un équilibre, une équité, une confiance réciproque, un bien-être. On donne sans rien demander en retour, et on a de la gratitude pour ce que l'on reçoit. Comme disent les proverbes, on récolte ce que l'on sème, et donner pour recevoir. Nous avons tous remarqué que bien souvent, ce sont dans les pires moments de l'existence que de nombreux humains révèlent leur gentillesse, l'entraide, le don de soi, le partage. Il suffit de constater que lors de catastrophes, de tremblements de terre, d'inondations, de disparitions, d'incendies, etc., tous les voisins s'entraident, chacun donnant le meilleur de lui-même. La carapace se fend, les masques tombent, et tous ne font qu'un, affrontant le même combat, unis et incroyablement solidaires, tous ensemble face à l'adversité. Chaque être humain a donc en lui un cœur qui bat, non seulement pour lui, mais pour autrui. Il suffit parfois de se laisser aller, de lâcher prise. Non, avouer ses sentiments n'est pas une faiblesse. De faire ses excuses n'est pas un signe de défaillance. D'être empathique n'est pas bête. C'est ceux qui disent le contraire, ceux qui pensent le contraire, qui sont des idiots et des ignares. Et il est grand temps qu'ils changent de point de vue afin d'être plus heureux. Et avec une parfaite transition, la faiblesse des hommes. Les femmes recherchent la protection, le partage, la compréhension. Et bien que le sexe fort pourrait en effet nous apporter cela, qu'il semble prêt dès notre rencontre à défier les lois de la nature, rien que pour nous, car selon ses dires, nous sommes l'élu de son cœur, et bien très rapidement, nous nous apercevons que c'était une attrape-nigaude et que nous ne sommes jamais mieux servis que par nous-mêmes la majorité du temps. Dure constatation, mais l'homme fort est un faible, un couard, un lâche, et dès qu'une situation le gêne, au lieu d'en parler, il préfère l'enfouir, la taire, mentir
ou s'éloigner plutôt que de l'affronter. Et partager ce problème est d'autant plus difficile à admettre devant sa femme ou ses enfants. On se détend, on respire un bon coup. Nul n'est parfait et des erreurs nous en faisons tous. Et d'en parler, de le partager et de le gérer ensemble est certainement la meilleure des choses à faire. Si vous, messieurs, pensez que vous pouvez tout arranger par vous-même, alors soit. Mais sachez que nous allons ressentir votre malaise et que de ne pas en parler sera pire que de cracher le morceau, une bonne fois pour toutes. Non seulement vous serez soulagés, mais on trouve plus facilement des solutions à deux. À deux, on est souvent plus fort. Mais quels sont les points qui vous bloquent le plus et face auxquels vous avez des faiblesses? Premier point, l'argent. Si plaie d'argent n'est pas mortelle, à contrario, abondance de biens ne nuit pas. Mais le problème, c'est qu'entre les deux, c'est la classe moyenne, et celle qui est la plus touchée. C'est un peu avoir le cul entre deux chaises. Pardonnez l'expression, mais je la trouvais assez ressemblante. Manquer d'argent pour vous est un véritable fléau, car ne pas pouvoir faire face aux dépenses familiales est un déshonneur qui vous blesse et attaque votre ego au plus profond de votre être. L'homme qui a de l'argent semble être le tout-puissant, l'intouchable, le parrain, le respectable. Il est clair que tous ceux qui en ont, le font assez ressentir et ont tendance à en faire des tonnes, se croyant au-dessus de tout et les rendant pour la plupart imbuvables. Pourtant l'argent va et vient, et celui qui en a peu aujourd'hui peut en avoir beaucoup ou un peu plus tard, et vice-versa. Woody Allen a dit dans une phrase très imagée à ce sujet: « Quand tu montes dans l'ascenseur de la notoriété, n'oublie pas de saluer chaleureusement tous ceux que tu croiseras, car c'est exactement les mêmes que tu retrouveras quand tu redescendras. » Une chose est certaine, c'est que tout ne s'achète pas, et qu'une personne peut être riche à millions, elle ne pourra acheter une réelle amitié, car elle sera dans la majorité des cas entourée par des parasites qui lui tourneront le dos au moindre problème. Les rats quitteront le navire. Tout comme on ne peut pas acheter l'amour, ni la santé. Cette soi-disant puissance est donc un poison, une cage dorée, un mirage. J'ai toujours trouvé, concernant les jeux d'argent, qu'il valait mieux donner 1 million à des milliers de gens plutôt que 150 millions à une personne. Que faire avec 150 millions? C'est du grand n'importe quoi. En deux, il y a la fierté. Je parle de la fierté mal placée, ça va de soi. Car être fier de ses enfants, de sa femme, de son conjoint, d'un travail accompli en famille ou réussi malgré les difficultés rencontrées, n'est en rien péjoratif et mal placé. Ce qui est déplacé, c'est d'être fier de soi parce qu'on en a un certain statut qui nous donne la toute-puissance, soi-disant la force. Il n'en est rien. C'est ne pas demander de l'aide parce qu'un homme est capable et censé devoir tout assumer et que quémander une poussée extérieure est mauvais pour l'ego. Foutaise. On a tous besoin d'un coup de main de temps à autre. Et ceci ne vous dévalorise pas pour autant. Messieurs, sachez que nous aimons aussi certaines de vos faiblesses et qu'elles nous rassurent. On sait tous que la perfection, c'est ennuyeux. Et comme elle n'est pas de ce monde, au moins nous sommes certains de ne pas nous morfondre. L'arrogance, la fierté, les hommes bornés ne sont pas notre tasse de thé. Et sont aussi pour vous la meilleure façon de vous tirer une balle dans le pied sur de nombreux niveaux, aussi bien amicalement, familièrement et amoureusement. À moins d'être complètement maso, ce n'est pas, je pense, ce que vous souhaitez. En 3, nous noterons la peur. La peur est normale, elle fait partie de nous, puisque nous avons tous peur, à des moments de notre vie, face à des situations inconnues, difficiles, imprévues. Pourtant, nous ne pouvons rester tétanisés et attendre que ça passe ou que les choses empirent, s'enveniment. Les hommes ne parlent jamais de leur peur. Elles semblent être tabous. Ils sont le sexe dit fort, et vu qu'on nous le rabâche depuis toujours, c'est difficile à oublier.
Et pourtant, nous nous devons d'affronter l'inconnu, l'imprévu. Il suffit de faire un pas, de franchir le seuil de cette peur, d'aller vers la lumière. C'est là où est le courage, d'aller au-devant de ces peurs. En parler et l'admettre, c'est déjà entamer le processus de guérison et se préparer à l'affronter. En 4, les vexations, les blessures. Qu'elles soient présentes ou passées, elles font toujours mal. Ce n'est pas en les enfouissant, en vous confortant dans votre mutisme, que tout s'arrangera. L'homme vexé, blessé, sera comme l'animal qui cherche sa grotte, une tanière, une planque pour y souffrir en silence. Non seulement ça énerve tout le monde, mais ça ne fait surtout pas avancer le schmilblick, comme disait Coluche. Cultiver votre amertume comme une plante sans lumière ne va faire qu'accentuer les choses. Parlez-en, videz votre sac, lâchez du lest. Ce n'est pas une faiblesse, mais du bon sens. En 5, votre instinct primaire. Qui, tel votre ancêtre, vous ramène à l'état sauvage quand vous n'étiez encore qu'un homo sapiens aux instincts grégaires. Si votre cervelle manque de discernement quand il s'agit de femmes qui gravitent dans votre proche entourage et que vous convoitez avidement, rappelez-vous que vous n'êtes plus un singe amélioré aux bas instincts, mais un humain à la cervelle normalement bien pleine. Et un être normalement constitué, doué de réflexion, devrait pouvoir modérer ses ardeurs. Que distingue l'homme de la bête si vous vous comportez comme tel, voire pire ? Il nous paraît assez souvent que vos hormones sont davantage situées côté télescope que dans le cerveau proprement dit, que vous avez bien du mal à contenir vos pulsions et que la première tentation qui va être l'une de vos proies s'en coup fait rire. Si vous ne pouvez pas contrôler vos pensées, vous n'êtes alors pas mieux qu'un animal sauvage, et même pire, car lui est excusable alors que vous ne l'êtes pas. C'est à vous de contrôler vos pensées et non à vos pensées de vous contrôler. Et c'est encore sur ces points que la femme est différente, puisqu'elle agit majoritairement avec son cœur, que sa fierté est rarement liée à la mégalomanie, qu'elle avoue ses peurs, ses faiblesses, ses blessures et les partage. Généralement, pour la femme, l'argent est un moyen de subsistance, mais pas forcément pour briller. Et que lorsqu'elle trompe son mari, c'est que ses sentiments à son égard ont pris du plomb dans l'aile, et elle le fait rarement par vice. Une constatation quasi générale. Si l'homme est le sexe dit fort, comment se fait-il que la femme décide majoritairement dans le quotidien et pour toutes les grandes décisions ? Encore et toujours des chiffres pour illustrer ces dires et conforter que, effectivement, il a été prouvé que 65% des femmes ont le dernier mot, d'après un sondage de l'Institut Ipsos de cette année. Du moins, elles en sont persuadées. À part pour le choix de la voiture, et encore pas toujours, les femmes prennent de nombreuses décisions au sein du ménage. Et tout au long de ma vie, et vous constaterez aussi de la vôtre, les hommes se plient à bon nombre de nos décisions. Sans doute pour avoir la paix, car ils nous savent coriaces, tenaces et pénibles, et ils préfèrent souvent abdiquer et jouer les bons seigneurs. Et puis sans doute savent-ils que nous avons souvent raison. LOL. Selon l'étude du Crédoc sur le sujet, bien sûr que les comportements changent, évoluent avec les générations, l'émancipation, la liberté plus conséquente de la femme. Quand il s'agit du choix du logement commun, les décisions du couple semblent davantage équitables, mais les femmes restent majoritairement concernant le dernier mot et l'homme semble le concevoir puisque c'est elle qui va y être généralement le plus au foyer et qui va s'acquitter prioritairement des tâches ménagères. Et concernant l'aménagement de la maison, la décoration, évidemment, on retrouve la patte de velours féminine qui tient tout particulièrement à ce poste. Et si nos couples ont passé leur week-end chez Ikea, je cite cette enseigne où je n'ai jamais mis les pieds, ni ne serait-ce qu'un orteil, mais où un grand nombre de gens adorent choisir leur mobilier. Et pour citer un sketch de Gad Elmaleh, l'engouement des femmes qui veulent tout mesurer et tout acheter, et à leur mari de répliquer « Non, ça ne rentre pas, non, ça ne rentrera pas, puisque je te dis que ça ne rentrera pas,
mais prends-le quand même. L'homme exténué préfère céder pour raccourcir ses journées shopping qu'il n'aime pas particulièrement, car souvent elles sont source de conflits. Mais si les deux sexes souvent s'opposent, ils font la quasi-unanimité quand il s'agit des finances. En effet, les couples interrogés sont satisfaits à 97% de l'organisation financière du ménage. 64% mettent l'intégralité de leurs ressources en commun, une belle preuve de confiance. Mais cependant, la totalité des sommes gagnées, mises en commun, est moins fréquente selon certaines situations. Si pour les couples mariés, pour la première fois, les comptes sont souvent communs, tout change lorsqu'il s'agit d'un pax, d'une union libre, d'un remariage, ou si les revenus de l'un sont bien supérieurs à celui de l'autre. Il est aussi commun de constater que la présence d'enfants au sein du couple accentue les décisions féminines, mais la tendance s'inverse quand il s'agit de familles nombreuses où le père a une autorité plus forte afin de mieux gérer la situation face à toute cette petite tribu indisciplinée. Donc en clair, il est de plus en plus fréquent de constater que les femmes prennent une assurance et un pouvoir sur l'homme qui ne sont pas prêts de s'inverser avec les générations à venir. N'oublions pas que Dieu, ou peu importe le nom que vous lui donnez, a créé Ève avec une malice particulièrement développée, une intuition supérieure à celle de l'homme, une mauvaise foi assez tenace, une capacité à s'exprimer qui hypnotise tous ceux qui l'écoutent, et le charme, le même, qui vous a enchanté lors de votre première rencontre. Et la bougresse jongle avec tous ses atouts, ainsi qu'avec vos nerfs qui préfèrent lâcher prise plutôt que de bugger face à tant d'arguments. Elle vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même, et qui mieux qu'elle peut exactement connaître le meilleur moment pour vous parler et vous retourner l'esprit. Selon le docteur Braconnier, psychanalyste et psychiatre, les femmes ont un sens inné des réalités. Elles sont plus attentives, plus observatrices et davantage à l'écoute. Toutes ces qualités leur permettent de parvenir à leur fin. Mais pour en arriver là, elles utilisent un outil de persuasion très efficace, le langage. Là où l'homme est catégorique, préemptoire, quand c'est non, la femme préfère échanger, discuter, revenir à la charge. Elle développe une argumentation réfléchie, concrète, sans chercher à imposer, amenant son conjoint à penser comme elle, ou plus fort encore, à croire qu'ils ont pris cette décision à deux. Dans tous les couples, c'est l'homme qui décide, mais c'est la femme qui choisit. L'homme propose, la femme dispose, disait Jules Renard. Alors oui, depuis le début de ce livre, j'évoque les grandes différences entre les hommes et les femmes. Et comme les couples formés se défont à grande vitesse, à vitesse grand V, et que le nombre de célibataires ne cesse de croître, que penser alors que tous tentent malgré tout de trouver l'âme sœur? Avec le progrès et la technologie, les publicités qui nous vendent du rêve, ne serions-nous pas en train de projeter ces images factices en voulant coûte que coûte la perfection, en prenant nos désirs pour la réalité? À force de vivre dans le virtuel, notre imagination a pris le même pli. Et pourquoi pas nous, après tout? Nous en avons tous le droit au bonheur. Sauf que le bonheur s'acquiert et ne tombe pas du ciel, qu'il est au départ un bourgeon naissant et fragile, mais que pour croître, il a besoin d'eau, de soleil et de soins. Il serait bien prétentieux et surtout stupide de penser qu'une fois acquis, l'amour va suivre son petit bonhomme de chemin sans aucune intervention. Pour avoir bien chaud, vous entretenez les flammes du foyer de la cheminée, en prenant garde de toujours attiser et conserver le feu bienfaiteur. Afin que vos enfants grandissent dans de bonnes conditions, vous leur apportez de l'amour, une éducation appropriée, des soins journaliers, une attention particulière de tous les instants. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour votre couple? Est-ce si compliqué de prendre soin l'un de l'autre quotidiennement? L'homme et la femme ne sont pas si différents sur ce point de vue. Ils réclament tous deux de l'attention, de l'intérêt, du respect, de l'entraide, de la bonne humeur, du bien-être. Une symbiose qui semblait pourtant exister lors de votre rencontre et lors de l'envie de poursuivre votre chemin ensemble, de construire un avenir côte à côte. Rappelez-vous de ce qui vous a plu mutuellement,
de votre premier rendez-vous, de vos bons moments, de vos projets. Prenez des moments à deux, partagez de bons petits repas aux chandelles, en soignant particulièrement votre apparence, comme au premier rendez-vous. Rêvez de nouveau à deux, afin de vous retrouver. Et que sont devenus nos deux jeunes tourtereaux, Jeanne et Tarzan, qui, aux dernières nouvelles, se nourrissaient de querelles intestines et qui étaient tous deux animés par des désirs extra-conjugaux, histoire d'agrandir leurs quelques connaissances non exhaustives sur ce vaste sujet. Une fois la chair trahie, salie, et face à leur honte mutuelle grandissante, Tarzan revient au bercail, penaud, embarrassé, humilié, avec quelques fleurs aux couleurs chatoyantes, qu'il tend timidement à sa belle. Elle le foudroie de ses grands yeux noirs et pénétrants, puis cueille une grande feuille de baobab, enveloppe les fleurs, et d'une liane referme le réceptacle, et y verse de l'eau fraîche qu'elle a puisée ce matin même à la rivière. Sans prononcer le moindre mot, elle se retire dans sa cahute de bois et de peau, revêt l'un de ses plus beaux pagnes, se coiffe soigneusement les cheveux et y glisse une fleur bleu-mauve de jacaranda à l'odeur suave et sucrée. Elle prépare un repas à la hauteur de l'événement, composé de légumes et plantes colorées, de poissons et de fruits variés aux couleurs gourmandes. Tarzan a l'esprit aussi tortueux que les méandres de Styx, et il tente d'évacuer cette énergie négative en coupant du bois avec tant d'ardeur, tant de véhémence, comme si toute sa vie en dépendait. Jeanne pardonnerait-elle ses écarts, ses mensonges, lui accorderait-elle une autre chance? Et quand il la vit, belle et soignée, disposant les grandes feuilles remplies de mets multicolores sur la grande peau de bête, dépliée à même le sol, à côté d'un feu de bois crépitant et odorant, aussi chaleureux que paraissait ce futur tête-à-tête, il se dit que le cœur d'une femme était bon, doux et aimant, qu'il savait pardonner, et que la chance ne se présentait rarement que 2 fois. Que rarement 2 fois. Car finalement, l'homme et la femme ne veulent-ils pas la même chose? Être heureux. Nous voulons tous, autant que nous sommes sur cette belle planète, la santé, le bonheur, une famille aimante avec qui tout partager, des amis fidèles avec qui nous passons des bons moments, mais aussi les moins bons, car ne sont-ils pas nos amis? Nous souhaitons tous un foyer agréable, suffisamment d'argent pour payer l'essentiel, mais aussi le superflu, un travail qui nous convient, où notre engagement est reconnu. Et tout ceci, quel que soit notre genre, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre religion. Et pourtant la violence, la colère, la jalousie, la haine, les guerres envahissent notre quotidien. Alors pourquoi? Nous aspirons aux mêmes choses, mais nous ne nous entendons pas. Parce qu'en fait, selon le contexte, nos aspirations n'ont pas le même degré, que nous ne sommes pas toujours nous-mêmes, que nous perdons notre naturel face à telle ou telle situation, ou selon qui est en face de nous. Nous pouvons être sur un même pied d'égalité au départ, avec des chances identiques, une somme d'argent équitable, et ne pas réussir de la même façon, car nos aspirations générales sont sans doute ressemblantes, mais nos priorités ne sont pas à l'identique. Car pour donner du bonheur aux autres, il faut nous-mêmes être heureux, que pour donner sa confiance, il faut en avoir en soi, que nous devons communiquer, entretenir la flamme, et ne pas se reposer sur ses lauriers en se disant que tout est acquis. Rien n'est jamais établi, définitif. Nous devons nous battre pour ceux que nous aimons et prendre soin du jardin de l'amour. Il suffit d'observer l'amitié entre hommes et femmes pour se dire que peut-être le problème d'entente n'est pas lié à notre genre, mais à l'enjeu de la réussite du couple. On peut constater que même des personnes très différentes peuvent arriver à s'entendre, sans trop d'anicroche, quand ils sont juste amis. Est-ce le fait d'aller au-delà de l'amitié et de coucher ensemble qui changerait les données? Il semblerait que oui, puisque l'engagement semble changer complètement les données. Ce serait donc la relation d'amis à amant qui viendrait tout compliquer, car nos agissements, nos comportements ne sont plus les mêmes l'un envers l'autre. Alors que nous étions des amis riant de tout et de rien, que nous écoutions l'autre avec compassion sans le juger, alors que notre complicité était réelle et omniprésente,
que nous étions nous-mêmes, sans fioriture, sans effort, le statut d'amant, de conjoint bouleverse, chamboule les comportements de l'un comme de l'autre. Car pour vivre ensemble, former un véritable couple avec tous les engagements que cela comporte, engendre un véritable stress et nous éloigne de notre zone de confort. Jusqu'ici, alors que les amis se sentaient et étaient libres comme l'air, les voilà dans une situation autre, où il va falloir rendre des comptes, où la liberté est complètement grignotée, aliénant notre bien-être, notre insouciance. Nous devons soudain justifier nos actes et réfléchir de façon différente face à l'engagement. Alors que nous pensions plus particulièrement à notre propre personne, il faut à deux penser également à l'autre. L'être humain est spécialement égoïste, et l'homme paraît-il encore plus que la femme. Est-ce si difficile de vivre à deux ? Non, pas si les deux le souhaitent ardemment. Si l'un comme l'autre est à l'écoute de son partenaire, si chacun réussit à garder du temps pour soi, tout en partageant les tâches, les loisirs et l'éducation des enfants ensemble, si la communication existe et que chacun souhaite résoudre un conflit au lieu de s'enfuir, de s'énerver ou de l'éviter. L'homme et la femme ont un désir de perfection qui les obsède et qui gâche tout. La perfection n'est pas de ce monde, et dites-vous qu'il est quasi impossible de changer quelqu'un. On peut s'améliorer, s'adoucir, être moins colérique, plus attentionné. Comme je l'ai dit plus haut, notre propre façon de se comporter va agir sur le comportement de l'autre. Dans une des émissions de télé-réalité, émission qui m'agace au plus haut point, comme je vous le disais, mais j'en ai regardé quelques-unes pour observer davantage le comportement des hommes et des femmes qui voulaient à tout prix se caser. Ces mêmes personnes qui avaient déjà eu plusieurs relations affectueuses, sauf que leurs propres comportements sont de véritables repoussoirs de l'amour. Certains ne supportent rien. Il faut que leur partenaire soit à l'image d'eux-mêmes, comme s'ils étaient la perfection incarnée. Ils veulent une femme ou un homme physiquement parfait, mais eux sont bien loin de l'être. Pour l'une, il faut qu'il soit très grand. Si sa taille est en dessous de 1,85 m, c'est une raison rédhibitoire pour ne pas se marier. Un autre qui n'est sorti qu'avec de très belles femmes, donc si celle-là n'est pas dans ses critères de beauté, il dira non. Et puis, que veut dire un physique parfait ? Ce qui est parfait pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Alors que certains préféreront les femmes filiformes, d'autres les apprécieront aux formes généreuses semblables aux tableaux des plus grands maîtres, Michel-Ange, Botticelli, Renoir, Monet, le Titien. Tous les goûts sont donc dans la nature. Par bonheur, ce qui convient aux uns ne convient pas aux autres. De plus, ne l'oublions pas, un homme aussi coureur qu'il soit choisira comme épouse ou mère de ses enfants une femme souvent différente de ses critères de beauté, mais qui a les qualités nécessaires, fondamentales, pour être une bonne mère et une bonne épouse. Heureusement qu'ils ne sont pas tous autant compliqués quant à leur choix physique, sinon il y a bon nombre de personnes qui seraient seules. Pourtant, quand on voit ces émissions, ceux qui s'y présentent ont un physique plutôt agréable, même beau, et on pourrait penser que ces gens ne devraient pas avoir de mal à trouver chaussures à leurs pieds. Il est donc bien là le problème. Ces gens qui sont davantage axés sur le physique vont accumuler les mêmes erreurs toujours et encore, sans creuser davantage, et aimer une personne davantage pour ses qualités, son esprit, son intelligence, son humour, ses facultés. Cas numéro 1. Des personnes se croient même tellement au-dessus des autres qu'elles en sont exécrables. Un des couples justement, qui se sont plus dès le premier regard, semblaient au premier abord faits l'un pour l'autre, tant la symbiose était forte. Mais rapidement, ce gars qui était plein de ressources, très gentil, bien élevé, charmant, s'est retrouvé face à une femme qui lui dit « Mais tu me trouves belle ou pas ?» et à elle de répondre qu'il la trouvait jolie. Elle s'est vexée en lui disant qu'elle était du lourd et que si elle ne lui plaisait pas plus que ça, elle ne sait qui pourrait lui plaire et que tous les hommes qui la croiseraient la trouveraient magnifique. Pauvre gars, elle a tellement été désagréable et hautaine qu'il a mis fin à l'aventure et cette dinde n'a même pas compris pourquoi il ne lui donnait pas une deuxième chance
alors qu'il s'était fait tacler durant presque une semaine. Cas numéro 2. Un autre couple se forme, et dès le départ, tout semble parfait. Il roucoule durant 4 jours, sans la moindre ombre au tableau. Le dernier jour, alors qu'ils partagent leur dîner dans un restaurant, cette femme souriante, joviale, spontanée, avenante et très agréable, touche les pâtes séchées posées en décoration dans une coupelle. Par inadvertance, elle casse l'une des pâtes. Elle en rigole, un peu gênée, mais sa bonne humeur prend le dessus, alors que lui devient désagréable en lui disant qu'elle a abîmé la décoration. Une pâte sèche. Il plaisante le gars. Et du coup, ils ne se sont plus adressé la parole et se sont séparés. Autant de rigidité face à autant de joie de vivre, forcément, il y a peu de chances pour que ce couple réussisse leur union. Il est clair que si nous voulons être heureux en couple, certains changements de comportement déplacés, infondés, inappropriés s'imposent. Nous voulons tous trouver l'âme sœur. Au sein de 70 milliards d'individus, nous pourrions effectivement penser qu'il pourrait être facile de se caser. Mais en recherchant la perfection, le choix s'avère beaucoup plus compliqué, voire impossible. L'amour est un jeu de hasard, et si les chances de gagner au loto sont moindres, celle de trouver notre âme sœur devient alors beaucoup plus incertaine. Le fait de trouver réciproquement un sentiment d'affinité naturelle, réel, profond, une compatibilité rare, le confort et la sérénité, le bien-être, un apaisement et enfin toute la confiance. Si l'on décortique la définition de l'âme sœur, c'est un concept qui évoque une compatibilité amoureuse qui serait parfaite entre deux individus, un couple qui serait fait l'un pour l'autre, une fusion, une compréhension facilitée, un réel sentiment d'accomplissement ensemble, l'incroyable sensation de se connaître depuis toujours, d'accepter facilement même ses petits défauts, de la tendresse naturelle et présente dans la vie de tous les jours, de l'empathie commune, une confiance réciproque, un duo qui donne le meilleur de lui-même, qui se bat côte à côte, un amour fort, mais aussi une grande amitié, une impression d'être chez soi, d'être au bon endroit, le fait de sentir que c'est la bonne personne. Il est certain que nous voudrions tous avoir la chance de connaître cette plénitude, cette symbiose, cette évidence. Mais ne risquons-nous pas de passer à côté d'une belle histoire à tant chercher cette fusion absolue? S'il y avait un critère à laisser un peu de côté, je dirais que c'est le physique, puisque la beauté est éphémère, alors que le charme subsiste à travers le temps, et que la beauté de l'esprit et la bonté du cœur sont bien davantage nécessaires à une belle union. J'ai souvent été surprise de constater que certains hommes et femmes d'une grande beauté ont très mal vieilli et que d'autres à l'apparence plus commune ont pris des années sans perdre leur sourire, leur regard malicieux, leur douceur, qui font qu'ils sont appréciés de tous et savent nous charmer par leurs atouts, leur bonne humeur ou leurs conversations diverses et variées. Leurs visages avenants, attendrissants et rassurants ont davantage d'atouts que ceux posant froidement sur des couvertures de magazines People. Aucune de nos grand-mères n'a pu nous laisser de recette précise concernant le bonheur. Même moi, j'en ignore encore la recette, alors que mes grands-parents l'ont incarné durant toute leur vie. Jamais un mot plus haut que l'autre, un respect incroyable, une complicité rare, de la tendresse au quotidien, des attentions particulières. Et ils étaient pourtant très différents. Elle était le feu, il était l'eau paisible d'un étang. Elle était franche et vive dans ses propos, alors qu'il mesurait chaque mot qu'il prononçait afin de ne jamais blesser. Elle était la force, et lui la fragilité et la douceur. Et pourtant, tout a parfaitement fonctionné. Quelques brassées d'amour, de patience, tout autant de confiance, d'empathie et de bienveillance. Quelques mesures d'écoute, attentives et sincères, sans oublier l'acceptation, l'adaptation, la sincérité et la tendresse. Quelques soupçons de passion, de rire, de charme et d'érotisme. Ajoutez à ce beau mélange un souffle de magie, quelques doses de bonne humeur et de compréhension, quelques larmes de joie au quotidien, parsemées généreusement de pétales doux et odorants, d'harmonie, de respect, de fidélité.
à déguster sans modération pour un bonheur infini. Jacques Netka Bokolo disait « Le bonheur dépend de ce qu'on pense l'esprit par le delà et ce que voient les yeux. Plus on trouve son bonheur dans ce qui est simple, moins on a de risque de le perdre. » Il a dit également « Plus on cherche son bonheur dans ce qui est grand, plus étroite est la porte par laquelle on doit passer pour le trouver. » Arthur Rubinstein a dit également « La plupart des hommes font du bonheur une condition, mais le bonheur ne se rencontre que lorsque l'on ne pose pas de conditions. » Et je vous avais promis de vous révéler le dénouement de l'émission de la jeune femme entourée de nombreux prétendants, pour certains les princes charmants et pour les autres arnaqueurs. Eh bien la fin est des plus incroyables. Alors qu'il ne restait que 3 hommes finalistes, dont 2 arnaqueurs, sans qu'elle en ait connaissance de qui jouait quoi, il s'avère qu'elle en élimine 2 pour ne garder que le plus menteur, le plus charmeur, le plus macho, et celui qui affirmait haut et fort qu'en aucun cas il n'était là pour se caser. Elle ouvre donc l'écrin après avoir choisi le réélu. Roulement de tambour, le cœur battant à tout rompre, elle découvre une bague dans la petite boîte, preuve de sa bonne foi. La belle est donc rassurée et savoure son triomphe. Mais lui avoue que jusqu'ici il était arnaqueur et que tout au long de ces dernières semaines, il n'avait fait cette émission que pour gagner la somme de 20 000 €. Elle reste interloquée, ne comprend plus rien. La magie a opéré, puisque cet homme qui se croyait si sûr de lui, au-dessus de tout sentiment, est tombé finalement fou amoureux de cette jeune femme adorable et attendrissante. L'amour a donc fait son chemin, subrepticement, sans faire de bruit, en toute discrétion, et a changé ce grand bêta en une personne aimante et meilleure. L'amour apparaît toujours là où on ne l'attend pas. Un jour sans crier gare, sans signe avant-coureur particulier, et il vous envahit, vous transforme, et tout devient alors possible. Quel que soit leur nom, Ève ou Adam, Jeanne ou Tarzan, leurs histoires, leurs parcours, à chacun de découvrir sa moitié. Car le moindre filet d'eau, trouve toujours son chemin. J'espère que vous aurez aimé ce livre autant que moi j'ai aimé l'écrire. Et je vous invite aussi à aller sur mon site www.lesromansincontournables.fr et vous y trouverez mes autres romans, La Libertine, L'amour là où on ne l'attend pas, Des ténèbres à la lumière, qui est une biographie émouvante du jeune Danny Boy qui, durant son enfance et son adolescence, a subi de nombreuses violences sexuelles. Pourtant, malgré tout ce qu'il a subi, il se bat, il pardonne et trouve enfin le chemin de la lumière. Danny Boy, qui est un acteur et un chanteur québécois et qui m'a contacté pour que j'écrive son livre, et j'ai eu la chance de le connaître et c'est vraiment un homme formidable. Face à face, qui est un roman, donc un thriller, Jusqu'où iriez-vous par amour? La spirale infernale, qui est également un thriller, Lorsque le sort s'acharne, et également un livre pour enfants, Elle pour tous et tous pour un, que vous pourrez parcourir en 5 langues simultanées, français, anglais, italien, espagnol et portugais. Une façon agréable et ludique pour découvrir, mieux connaître notre belle planète bleue et la protéger. Je vous souhaite autant de plaisir à parcourir mes livres que j'ai eu à les écrire. Et j'attends vos commentaires, impressions, ressentis avec impatience. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle continuation à tous et beaucoup d'amour.